Mon bilan après 1 an de création de contenu pratiquement jour pour jour. Ouais, action, c'est comme ça qu'on fait, non? Ouais, je sais pas. On m'avait demandé une foire à questions. Je n'ai fait l'exercice qu'une fois en 1 an. Donc aujourd'hui, ce sera une foire à questions. On est 800 abonnés aujourd'hui. Net, là, sur ma chaîne, ça me paraît le bout du monde. Donc aujourd'hui, je vais répondre à vos questions parce que vous êtes nombreux à m'avoir posé les mêmes questions. Donc c'est parti. Hop, je t'arrête une seconde. Je sais que je parle bien, mais laisse-moi te présenter cette roadmap que je t'ai préparée où j'ai recensé les 14 étapes clés selon moi qui interviennent dans la démarche d'un projet architectural. Wow. Oh my God. Wow. Wow. This is wonderful. Alors ça va de l'acquisition de terrain jusqu'à la remise des clés. Et effectivement, on ne sait jamais selon l'étape à laquelle on est rendu, vers qui se tourner, quels sont les enjeux de l'étape, qui fait quoi, ce que toi tu dois faire. Là, dans ce document, je t'explique tout. Tu sais quand tu as besoin d'un géomètre expert pour délimiter les bornes, tu sais à quel moment tu dois faire l'étude de sol, tu sais à quel moment exactement appeler l'architecte. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, c'est que c'est déjà le moment. Là, on va commencer par l'étape la plus importante, à savoir faire un diagnostic. On va observer 3 scénarios et selon tes contraintes et tes besoins, on va définir quel est le plus optimal et qu'est-ce qui répond le plus à tes attentes. Ensuite, c'est tout le processus architectural qui se déroule, les études, les avant-projets sommaires détaillés, etc. Tout ça est détaillé dans cette roadmap, le permis de construire, les pièces à fournir, qui contacte la mairie, qui contacte les sapeurs-pompiers, voilà, tout ça est expliqué. Et tu sais à chaque phase ce que tu dois payer, quels sont les enjeux, quels sont les livrables. À l'issue de ça, il te reste une seule chose à faire, c'est prendre ton téléphone, de prendre rendez-vous avec moi, on fait un appel exploratoire, que je puisse t'expliquer bloc par bloc ce qu'il en est, et toi tu me parles ton projet. Ensuite, il n'y a plus qu'à y aller. Allez, je relance la vidéo, et surtout, j'attends ton appel. Alors pourquoi j'ai décidé de commencer à créer du contenu sur l'architecture? Parce que en fait, même dans ma pratique, moi, des réseaux sociaux, tout ce qui est relatif à l'architecture touche plutôt à ce qui est vraiment de la contemplation. On voit des super images, des super projets. C'est quelque chose en fait qui est très loin du client en fait. Et je me suis rendu compte que dans ma pratique, quand les gens venaient vers moi, donc les clients, ils avaient beaucoup de questions, ils avaient beaucoup d'interrogations, beaucoup de peurs. Ils restaient attachés à cette image globale, ils se disaient bon, voilà, je vais faire le projet de mes rêves, mais vous êtes cher, quelles sont les étapes? Voilà, des questions très terre à terre finalement, que quand on voit une image sur LinkedIn ou sur Instagram ou peu importe, etc., auquel on n'a pas forcément de réponse. Donc je voulais casser un peu cette frontière entre le client et l'architecte et voilà, donc, et parler d'architecture, vulgariser l'architecture tout simplement. Quels sont les vrais problèmes sur les porteurs de projets que j'ai découverts? C'est simple, je pense déjà que tout le monde a les mêmes problèmes. La première question, c'est l'argent. Les gens trouvent que c'est trop cher. Ils veulent savoir dans quoi ils mettent leur argent. Ils veulent savoir à qui ils envoient leur argent, à qui ils confient leur argent. Parce qu'il faut toujours comprendre que quand vous faites un projet, vous confiez un peu toutes vos angoisses, vos peurs, vos rêves, etc. dans les mains de professionnels qui sont censés réaliser et interpréter vos rêves. Alors moi je vous le dis, je suis Camerounais, je travaille au Cameroun, j'aime mon pays, etc. Mais on est dans un contexte qui n'est pas facile. Et moi je dis toujours la vérité. Donc parfois, effectivement, il y a des problèmes de confiance, il y a des problèmes de cohérence entre ce qui est vendu et la réalité. Les gens ont besoin de liens, ils ont besoin qu'on leur explique, les gens n'ont pas forcément peur de dépenser de l'argent, ils ont peur de dépenser de l'argent pour rien ou envoyer de l'argent à n'importe qui. Donc je pense que c'est vraiment, encore une fois, cette distance qu'il faut réduire et cet accompagnement qui doit être perpétuel pour que les gens se sentent en sécurité. Alors je suis né, j'ai grandi, j'ai fait toute ma scolarité au Cameroun, puis je suis allé étudier en France où j'ai pendant pratiquement 15 ans où j'ai fait toutes mes études d'architecture là-bas. J'ai travaillé là-bas un peu en France, j'ai fait 2 stages, je suis allé à Marseille notamment, j'étais à Marseille récemment, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Puis je suis allé faire 2 ans à Abidjan en Côte d'Ivoire, j'ai adoré cette expérience et puis je suis revenu au Cameroun et depuis 10 ans je suis donc associé avec ma mère qui est aussi architecte, on est diplômés de la même école à Paris. Et donc on travaille sur tout un tas de projets, la plupart au Cameroun, mais aussi un peu en Centrafrique, un peu au Congo. On a pu faire des choses intéressantes et variées. Et voilà, et donc depuis 1 an, j'ai décidé donc de me lancer dans la production de contenu parce que je trouvais qu'on en avait besoin dans notre pratique et que je me rends compte que les gens ne savent pas à quoi finalement les architectes servent, ils savent pas à quoi on sert. Donc si au moins je peux contribuer et mettre cette petite pierre à l'édifice, bon allons-y.
Alors c'est vrai que sur cette chaîne, je parle souvent du fait de construire à distance, de se faire accompagner, etc. La question n'est pas forcément la distance ou construire localement, être sur place. La question est l'investissement qu'on met dans son propre projet. Et effectivement, il faut que l'investissement soit passé au bon endroit. Parfois, on veut trop en faire, on veut être là, etc. Parce que l'ego prend plein de place, aussi bien chez le client que chez l'architecte. Et ça peut être problématique. Mais aussi bien parfois, le client est un peu trop absent parce qu'il veut dire, bon, ok, je veux juste le projet clé en main. Mais il faut quand même aussi pouvoir s'investir un minimum, au moins pour être au fait de l'évolution du chantier, être sûr, parce qu'il y a toujours un moment donné où vous allez devoir prendre des décisions, vous allez être sollicité pour choisir la couleur des matériaux ou pour savoir si on fait tel choix qui est structurant, bloquant, vous allez aussi devoir vous investir. Donc oui, on peut faire des projets qui marchent, ça implique d'être accompagné, d'avoir un projet qui est cadré. C'est pour ça que je vous renvoie toujours à mon diagnostic, à faire un diagnostic de projet pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Ça, c'est hyper important. Mais vous avez aussi un rôle à jouer dans vos propres projets. Alors, ma vision du métier, on peut être sûr qu'elle évolue. Ça, c'est sûr. Il y a deux métiers. Il y a le métier d'architecte. Il y a le métier d'entrepreneur, ce qui n'est pas la même chose. Et ça, effectivement, on ne l'explique pas quand on sort de l'école. Et effectivement, ça a beaucoup évolué parce qu'on se rend compte qu'on peut faire ce métier, on peut être passionné de dessin, avoir la créativité, etc. Mais qu'on peut passer pratiquement toute une carrière sans même ne jamais exprimer cette créativité parce qu'il faut faire plein d'autres choses à côté. Il faut être chef d'entreprise tout simplement. Tous les gens qui sont chefs d'entreprise peuvent le comprendre. Mais par contre, ce que les gens oublient souvent, c'est qu'on est d'abord conseil, comme les avocats, comme les médecins. Et je dirais que c'est cette dimension du métier que j'ai développée depuis parce que je me suis rendu compte qu'on est dans un environnement où il y a beaucoup de pédagogie à faire par rapport à ce métier. Il y a un vrai besoin d'accompagnement. Il y en a peut-être moins besoin de vendre du rêve. Donc effectivement, les images 3D, les plans qui sont un peu façon, tout ça, etc. C'est très sexy, c'est très beau à voir, etc. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, donc on a des outils. Tu peux faire n'importe quoi en un clic, etc. Ça te génère des trucs et tout. Mais je pense que cet accompagnement humain est la clé de notre métier. Et surtout, le plus gros besoin dans notre environnement précis, local. Il y a peut-être des endroits où on connaît mieux l'architecture, on n'a pas besoin, etc. Mais il y a toujours besoin, à mon avis, d'humain. Et voilà, tout simplement. La création de contenu, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a juste permis d'être encore plus proche des craintes des gens, de leurs rêves, de leurs aspirations, etc. Et de me rendre compte en fait qu'on est tous pareils. C'est-à-dire que les gens n'attendent pas forcément de moi que j'ai les réponses, que j'ai 100% de réponses. Parce que de toute façon, c'est clair, j'ai pas 100% de réponses. Par contre, le fait de pouvoir parler de mes propres expériences, de ma propre expérience de métier, ma propre vision du marché, de la manière dont les choses se passent, etc., a un côté rassurant et donne du sens à mon métier. Et je pense que ça donne aussi des réponses qui sont rassurantes pour les clients. On a travaillé pour des grands groupes, on a travaillé pour des grandes entreprises. Et effectivement, parfois, on est face à des process, à des grandes procédures, aussi bien pour les décisions que pour la définition du cahier des charges, que pour les paiements, même tout simplement, pour ne parler que de ça. Souvent, je pense que ça manque d'humain, ça manque de contact. Et je me suis rendu compte par la création de contenu que les gens ont peur juste d'appeler l'architecte pour dire bon, voilà mon problème, alors que parfois n'importe quel petit conseil peut résoudre et donner une perspective complètement différente. On a fait un projet où quelqu'un voulait faire une grande maison, ne savait pas trop comment faire, etc. Et puis finalement, on lui a proposé, on dit bon, là avec ton projet, peut-être qu'on peut faire quelque chose avec des conteneurs. Et finalement, elle a sa maison en conteneur qui tient, etc. Donc voilà, pas systématique dans tous les projets, mais parfois juste un petit conseil ou un changement de vision peut vous donner des idées. La pire erreur que je vois souvent au début d'un projet qui peut paraître être une bonne idée, bon, je sais pas si c'est la pire, mais c'est souvent ce que moi j'ai eu à vivre, c'est que parfois les gens arrivent avec déjà des projets prédessinés. Ils arrivent, ils ont contacté un bureau d'études par exemple, qui va vous faire un projet, qui va vous faire tout le chiffrage. Une fois que vous avez ça, vous contactez l'architecte et vous dites, bon ok, maintenant j'ai juste besoin que tu me remettes ça un peu au propre. Et après, tu vas déposer au permis, tu fais ta signature et c'est bon. Et souvent, on croit gagner du temps comme ça parce qu'on se dit qu'on va faire des économies sur le début des études et après, voilà, on va se débrouiller. Mais il faut toujours imaginer que la conception, c'est une vraie compétence. Les gens sont formés pour ça et que parfois, avant même de commencer à dessiner, on va vous conseiller, on va savoir vous poser les bonnes questions. On ne se contente pas juste de faire voilà, une chambre, un salon, 3 salles de bain. Non, on va d'abord vous poser des questions, savoir comment vous vivez, etc. Et même savoir poser les questions fait partie de cette compétence-là. La pire chose à faire, c'est de vouloir tout maîtriser tout seul et de se dire, bon, c'est mon projet, je suis le chef, moi j'ai déjà construit. Ouais, c'est pas la bagarre. Moi, je dis juste que parfois, par contre, même si vous savez comment vous voulez vivre, il y a peut-être des choses, des reculs, les normes, la norme des pièces, la taille des pièces. Quand tu ouvres ton placard, combien il faut de dégagement. Ce sont des choses qui sont mesurées, mesurables.
et ensuite qui vous donne vraiment la vraie nature de votre maison, de votre projet, la vraie taille de votre projet. La pire erreur, c'est se dire qu'on n'a pas besoin des professionnels. Ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, hein. Pas croire que, etc. Voilà. Mais je dis juste, posez même juste la question. Donc un petit tips pour reconnaître les faux experts. Les faux experts, c'est ceux qui savent tout faire. Tu peux me dire que bon, demain je vais aller sur la Lune. Oui, oui, non, t'inquiète, je suis technicien, je peux t'emmener, je peux construire une fusée. Là, maintenant, dans 10 minutes, on part. Non, t'inquiète, j'arrive. Voilà, c'est ça les faux experts. Comparez ce qui est comparable. Quand vous faites appel à un architecte, quand il va vous faire votre devis, comparez-le avec des devis d'autres architectes. Mais ne comparez pas avec des devis de techniciens que vous avez trouvés comme ça, de bureaux d'études, parce qu'on parle peut-être de devis qui sont peut-être 10 fois inférieurs au devis d'un architecte. Mais moi, je m'en fous. Je ne suis pas là pour essayer de justifier le prix d'un architecte. Je suis juste là pour vous dire que le moins cher est cher. Vous allez voir un médecin. Il dit, bon, ok, je vais vous opérer du cœur. Mais pour vous opérer du cœur, bon, c'est des longues études, etc. et tout. Ça va faire, je dis n'importe quoi, ça va faire 1 million. D'accord. Mais si vous allez maintenant, vous trouvez en route, vous allez trouver un gars qui a un couteau de cuisine et une scie à métaux, qui va dire, bon, moi, je peux t'opérer du cœur pour 150 000. Vous allez aller. C'est la même chose avec l'architecture. Dites-vous que quand vous construisez une maison, vous construisez des murs qui tiennent debout, donc ça demande quand même une certaine expertise et que vous ne pouvez pas confier ça à n'importe qui. Donc voilà, faites un peu l'analogie, c'est pareil. Alors oui, c'est vrai que je suis pas tendre avec le Cameroun. Je vous l'ai dit, moi je suis Camerounais, je suis fier d'être Camerounais et je travaille au Cameroun depuis 10 ans. Je fais ce métier avec une certaine ambition, une certaine éthique, je l'espère, et j'espère vraiment pouvoir contribuer à un peu rehausser, je dirais, l'aspect de nos villes, entre autres. Mais effectivement, c'est parce que je suis sur le terrain et que je suis confronté à tous ces petits gnamagnas, à tous ces petits blocages-là qui font que parfois, ouais, j'ai juste besoin d'avoir un micro ici pour venir dire que vous déranger, tout simplement. Donc mes critiques ne sont jamais gratuites, ce sont plutôt des cris du cœur parce qu'on a tout, on a la réglementation, on a l'espace, on a le potentiel, on a les matériaux, on a l'environnement, on a tout pour faire de la bonne architecture, toutes les pratiques, mais souvent on n'est pas forcément aidé parce qu'il y a beaucoup de corruption chez nous ou parce que les gens veulent passer par des biais un peu différents, ce qui fait que vous voyez, comme vous voyez nos villes, là, comme ça, etc. Est-ce que vous savez que 2% seulement des bâtiments construits au Cameroun sont conçus par des architectes? 2%. Donc imaginez, on est peut-être aujourd'hui 800 architectes ici au Cameroun, on est pratiquement 30 millions d'habitants, donc faites le calcul. Donc c'est pour dire qu'en fait, il y a du travail pour tout le monde, mais c'est juste des mentalités qu'il faut pouvoir changer. Le type de projet qui m'énerve le plus, je dirais, ce sont les projets où, encore une fois, il n'y a pas de cadre. Les projets où toi, tu donnes une instruction, par exemple, une instruction qui est écrite, et puis tu arrives sur le chantier et tu te rends compte que, par exemple, le client a dit à l'entreprise l'inverse sur le chantier à l'oral. Et donc, du coup, finalement, ça crée de la confusion. L'entreprise ne sait plus qu'écouter. Il y a parfois des décisions qui sont contre-productives, qui sont contre-intuitives. Donc, il faut toujours se dire que c'est une concertation et c'est pas une guerre d'ego. Encore une fois, on veut tous la même chose, c'est que le projet se termine. Donc, ouais, donc c'est ce genre de projet où finalement tu arrives et puis à la fin du chantier, tu vois plein de petites anomalies qui ont été prises d'un côté ou de l'autre qui amènent des conséquences. Et à la fin de l'histoire, on dit oui, mais monsieur l'architecte, c'est vous, le professionnel, c'était à vous de. Alors oui, on a effectivement notre responsabilité. Et moi, sur un projet, je n'ai aucun problème à dire on s'arrête. D'abord, clarifier les choses pour savoir quelle est la décision finale, de où on part. Il faut tous qu'on parte du même endroit parce qu'à la fin, sinon, ça va faire des problèmes. Et effectivement, à la fin, on dira mais oui, mais c'est vous l'architecte, c'est vous qui m'avez laissé faire. Alors que non, finalement, si chacun reste à la tâche qui lui est attribuée, au rôle qui lui est assigné, normalement, il n'y a pas de problème. Concrètement, un diagnostic, qu'est-ce que ça apporte? Ça permet aux gens de savoir quelle est la nature de l'investissement qu'ils vont faire. Ça leur permet aussi de voir justement comment ils vont s'implanter sur leur terrain, quel va être le gabarit. Parfois tu dis, bon, je veux faire un immeuble de 3 étages avec des appartements, avec 8 appartements, mais tu ne connais pas la taille des appartements. Tu sais pas ce que ça représente en termes de coût, en termes de surface, en termes de mètres carrés, en termes de coût au mètre carré, et donc du coup en termes de prix final et d'enveloppe globale. Donc quand tu fais un diagnostic, tu n'as pas l'idée de savoir à quoi ça va ressembler, tu as une idée du volume que ça peut représenter. Parfois, les gens sont très très loin de la réalité parce qu'ils disent, bon, moi je veux, je sais pas, un immeuble avec 8 appartements, mais j'ai une enveloppe, j'ai 20 millions sur moi. Mais tu dis, d'accord, mais peut-être que tes 20 millions que tu crois avoir là, qui peuvent te permettre de construire ton immeuble, vont juste te permettre de faire tes fondations. Donc c'est à ça que fait le diagnostic. C'est un petit investissement à faire au départ,
mais qui te permet d'aller dans une direction claire où tu sais que tu ne vas pas avoir de surprise à la fin parce qu'on va te vendre du rêve. Et c'est ce qui m'énerve un peu dans ce monde, je dirais, de l'image et de l'information, etc. À tout va avec des images, etc. Les gens disent oui, les architectes, vous êtes chers. C'est pas totalement faux, c'est pas totalement vrai. C'est surtout que l'architecture a un coût. Tu veux construire un projet, ça représente des frais parce qu'il y a un marché et ensuite, nous, on fait en fonction de ce marché-là. Donc voilà en fait à quoi sert vraiment un diagnostic. L'objectif à travers Archibarlou, il est simple, c'est de créer une communauté de gens qui aiment l'architecture. Tout d'abord parce que si on n'aime pas l'architecture, en fait, pourquoi venir écouter un gars qui est là, qui parle, des gens qui s'intéressent vraiment à la pratique, à l'exercice du métier, à la réalité du métier, qui s'intéressent au domaine de la construction, des gens sérieux, engagés, qui sont là pour poser des questions, pour partager leur propre expérience ou pour juste venir apprendre 2-3 choses, si tant est que vous appreniez des choses ici sur cette chaîne. L'idée n'est pas d'avoir 1 million d'abonnés. Après, si vous voulez être 1 million, soyez 1 million, parce que pour YouTube, les gens vont dire que hey, le petit là, il chauffe, ça chauffe sur Internet, il est en train de casser Internet. Mais si on n'est pas beaucoup, mais qu'on est des gens qui sont engagés et qui vont faire ensemble une meilleure architecture, dans nos pays, je parle de Cameroun, mais ça peut être un peu autour du Cameroun aussi. Moi, j'ai pas de problème parce que les questions sont les mêmes partout. Qu'on soit au Congo, moi j'ai rencontré les mêmes problématiques au Congo ou en Centrafrique. Je suis sur Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré les mêmes problématiques. J'ai des collègues qui ont les mêmes problématiques et on échange entre nous. On se dit, bon, les gens disent qu'on est trop cher. Comment tu fais pour calculer tes honoraires? Ça, c'est des questions qu'on partage entre architectes, par exemple. Et c'est de ce genre de choses que moi, je parle sur cette chaîne. Donc, mon objectif, en fait, il a été, encore une fois, de vulgariser l'architecture, mais de replacer l'architecte au centre de l'échiquier dans le domaine de la construction, parce que sans le conseil de l'architecte, à mon avis, c'est compliqué de faire des bons projets. On peut faire des bons projets, hein, mais c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui va vous... Voilà. Ce qui est bon signe pour moi, c'est quand je vois qu'effectivement le client est déjà préparé. Quand je dis qu'il est préparé, ça veut dire qu'il a déjà un peu cerné ses besoins. Il n'est pas juste, je dirais, dans le vide. Et c'est pas grave d'être dans le vide parce qu'encore une fois, le métier des archis, c'est aussi de pouvoir affiner les questions, poser les questions, etc. pour savoir vraiment de quoi vous avez besoin. Mais effectivement, il est important de pouvoir bien clarifier ses besoins pour de pouvoir dimensionner ce que ça peut représenter en termes de bâtiment tout simplement. Parce que en dimensionnant à peu près, on aura une enveloppe globale de ce que ça peut représenter. Donc quand moi je sais qu'un client, il a déjà son plan, il a déjà une idée du budget qu'il voudra dépenser, mais surtout que ses besoins sont clarifiés, je sais que là, on a déjà une bonne base. Ensuite, il faut pouvoir dialoguer. Le dialogue, c'est la chose la plus importante, la communication, parce que nous, on arrive avec notre tête grosse comme ça, et on peut avoir une tête grosse comme ça, parce qu'on est des sachants, donc on sait de toute façon. On doit me dire quelque chose, mais je savais, oui, mais c'est pas comme ça que les sont supposés marcher. En fait, non, c'est un dialogue où quand l'architecte va venir donner son expertise, il faut que vous puissiez aussi être en mesure de pouvoir recevoir et ne pas toujours confronter en disant oui, mais moi j'ai vu que c'était moins cher à côté, mais moi j'ai vu quelqu'un m'a dit que, etc. Non, faites confiance à votre interlocuteur et il faut que ce soit l'échange soit mutuel. Donc effectivement, quand on est dans une interaction comme ça, on prend presque plaisir à dialoguer ensemble, on cherche des solutions ensemble. Et moi, ce sont mes interactions préférées, ce sont mes projets préférés, quand j'ai un vrai dialogue avec le client et que parfois je lui dis bon, peut-être que dans cette direction-là, moi-même, qu'est-ce que tu penses si on va là-bas? Allons, ok, voilà, c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Donc moi, c'est vrai que s'il n'y a pas cette condition-là dont je parlais précédemment, c'est vrai que pour moi, je suis capable aujourd'hui de refuser un client et je préfère refuser un client potentiel que d'avoir un mauvais projet. Parce que quand il y a une mauvaise communication, il y a vraiment ce jeu, cet affrontement-là, etc., c'est des maux de tête pour tout le monde. Et j'avoue que moi, les maux de tête, on n'a pas envie de maux de tête. Un projet déjà suffisamment long, stressant, engageant, etc., pour en plus s'encombrer de maux de tête et de guerre d'ego, etc. Donc, sachez que pour vous, peut-être, vous allez vous dire, bon, moi j'ai un petit projet, c'est pas grand chose, etc. Mais ce projet-là va vous tenir en haleine tout le temps et c'est normal. Vous allez réclamer de nous la plus grande attention par rapport à votre projet. Donc parfois, moi j'ai des appels, des clients qui m'appellent le samedi matin à 6h du matin, n'est-ce pas? Je sais pas s'ils regardent la vidéo, mais coucou. C'est à nous de savoir si on répond ou pas. Tout dépend justement de la qualité de la relation. Moi, j'ai répondu ce jour-là. Ça s'est très mal passé. Je n'aurais certainement pas dû. Ça, c'était mon erreur. Mais ce que je veux juste dire, c'est que dites-vous que même vous, ce que vous pensez être un petit projet, nous, ce qui nous tient, c'est notre réputation. Donc, si vous avez l'impression qu'on néglige votre projet parce qu'il est petit, c'est pas bon pour nous de toute façon. On pourra pas avoir accès à des plus gros projets. Donc, dites-vous que pour nous aussi, quelle que soit la taille du projet, ça va impliquer du temps, de l'engagement, de l'investissement, et que peut-être que votre maison, qui va faire, je sais pas, 150 mètres carrés, 200 mètres carrés, va vous paraître petit parce que vous
vous allez dire, non, mais de toute façon, lui, il construit des immeubles, il a construit des machins, il a travaillé pour l'Institut, machin, il a fait ceci, il a fait cela. Mais c'est un projet qui peut s'étaler sur 6, sur 8 mois, sur 12 mois, et pour lequel on va pas forcément énormément gagner notre vie. Mais pour autant, le niveau de stress sera le même que si c'est pour un immeuble de 12 étages. Donc voilà, donc c'est aussi important pour nous. Et plus ça va, plus je suis sélectif sur les projets qui viennent à moi, parce que la qualité de la relation est hyper importante et c'est celle que je mets au cœur, au top, au sommet, si vous voulez, de mes choix maintenant et de la direction que je veux pour ma carrière professionnelle. Alors oui, j'ai prévu de faire des lives, donc maintenant aussi à vous de me dire en commentaire quels sont les créneaux que vous préférez peut-être, etc. Mais j'ai prévu de faire des lives, peut-être hebdomadaires ou je sais pas, ou 2 fois par mois, où justement vous allez me poser vos questions en direct et je vais tenter d'y répondre. Je parlais de communauté plus tôt, je pense que si on est tous réunis ensemble, on est un groupe, on a un groupe assez important où on peut mettre 5, mais qu'on pose les mêmes questions, vous allez voir que certaines réponses que je vais donner pour un projet ou pour un cas de figure va servir à l'un ou à l'autre. Donc oui, donc c'est prévu. J'ai prévu des webinaires, j'ai prévu des masterclass, j'ai aussi des formations que je suis en train de préparer. Donc voilà, donc c'est beaucoup de travail. Et oui, pour compléter donc la réponse, j'ai réussi à combiner ça avec ma pratique de l'architecture tous les jours, parce que effectivement, je le dis jamais assez, mais j'ai une super équipe. Alors donc je pense à Nelson, je pense à Martial, je pense à Paul, je pense à Robert, je pense à Ulrich, je pense à Marion, je pense à ma mère. Tout le monde a son rôle à jouer et sans cette équipe qui peut aussi assurer derrière, c'est compliqué de faire d'autres choses pour pouvoir se développer et essayer de chercher, de toucher d'autres types de personnes, de toucher d'autres pratiques. Et l'architecture, encore une fois, on n'est pas tout seul et moi je suis très très bien entouré, j'ai beaucoup de chance et surtout j'ai une équipe qui me fait confiance. Je pense qu'on aura compris que la confiance est importante. Alors ça, je crois que c'est la question qu'on m'a le plus posée, c'est où est mon chat? Je sais que la personne se reconnaît. Mon chat, elle est à la maison tout simplement. Surtout mes premières vidéos, elle était très très présente. Et effectivement, il faut savoir, comme j'ai souvent dit, que je suis entre le Cameroun, entre la France, et que j'ai mon entreprise aussi maintenant de conseil qui est à Dubaï. Donc je suis pas tout le temps sur place avec mon chat. Et que même quand je suis sur place, madame est tellement précieuse qu'elle décide de se montrer quand elle a envie de se montrer. Parfois je la force, hein, parce que c'est toujours rigolo d'avoir son chat qui est là, etc. et tout. Mais la go, elle dit qu'elle ne veut pas être sur ma vidéo. Elle n'est pas sur ma vidéo, sinon vous savez comment elles sont les chats. Donc moi, je subis seulement. Mais en tout cas, Juliette est toujours là et elle est toujours avec moi dans ma vidéo. Donc voilà. Donc voilà, cette fois aux questions était un peu plus personnelle cette fois-ci, donc elle est terminée. Mais on renouvellera l'exercice autant de fois que vous le souhaiterez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Comme je vous l'ai dit, la prochaine étape c'est de faire des lives. Donc ce sera peut-être soit entre midi et 2, soit en début de soirée. Voilà, je trouverai encore la forme, mais de toute façon vous serez informés. En attendant, je vous invite à continuer à liker, à partager ce contenu. Si vous avez appris des choses et que vous avez compris sur cette chaîne, on parle des vraies réalités. C'est pas que des bêtes, c'est la réalité du métier de l'architecture au Cameroun, en Afrique centrale. Et voilà. Donc, sur cette chaîne, en tout cas, on parle d'architecture en toutes les contractions, mais sérieusement, on fait ce qu'on a à faire. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.